Ma femme m'a jeté les papiers du divorce dessus, directement dans ma chambre d'hôpital. Signe. J'ai besoin d'un homme actif, pas d'un infirme en fauteuil roulant. J'ai signé, sans dire un mot. Elle a eu un sourire narquois. Maintenant, débrouille-toi, et paie tes propres factures d'hôpital. Les mots d'Elsa ont résonné dans la pièce, cinglant comme un coup de fouet. J'étais là, à peine sorti des soins intensifs. Mon corps était brisé par l'accident, des tuyaux étaient reliés à mes bras, et elle venait de me jeter ses documents sur les genoux, comme de vulgaires déchets. L'infirmière, qui ajustait ma perfusion, s'est figée. Les yeux écarquillés, elle était incapable de croire ce à quoi elle assistait. Mais Elsa n'y prêtait aucune attention. Elle arborait ce sourire sur son visage, ce regard d'un dédain absolu, qui me faisait me sentir jetable, tel un vieux meuble devenu inutile. Maintenant, répare-toi et paie tes factures d'hôpital, a-t-elle ajouté, d'un ton moqueur qui blessait bien plus profondément que n'importe quelle douleur physique. J'ai pris le stylo qu'elle me tendait, je l'ai tenu avec la main que je pouvais encore bouger, et j'ai signé chaque page. Sans dire un mot, sans me plaindre, sans supplier, et sans pleurer. Elle a souri de plus belle. Elle pensait avoir gagné, convaincue de m'avoir détruit au moment où j'étais le plus vulnérable. Mais ensuite, j'ai prononcé un seul mot. À peine un murmure, qui a figé ce sourire audacieux sur son visage. Un mot qui a tout changé, un mot qu'elle ne s'attendait pas à entendre. Et à cet instant, sans qu'elle le sache, son monde parfait a commencé à s'effondrer. Mais pour comprendre pourquoi ce mot avait un tel pouvoir, je dois revenir au début. Je dois vous dire qui j'étais avant cet accident, et plus important encore, qui était Elsa lorsque nous nous sommes rencontrés. Il y a 15 ans, j'étais un homme différent. J'avais 35 ans, je venais d'ouvrir ma deuxième quincaillerie en ville, et les choses commençaient enfin à porter leurs fruits, après des années de travail acharné. Je n'étais pas millionnaire, mais je ne luttais pas non plus. J'avais tout construit à partir de zéro, sans aucune aide, en travaillant 16 heures par jour pendant une décennie. J'ai rencontré Elsa lors d'un salon de fournisseurs industriels. Elle travaillait comme assistante administrative pour une société d'importation. Elle portait une robe crème qui mettait sa silhouette en valeur, et elle avait cette façon de parler qui vous faisait vous sentir important. Elle m'a conquis rapidement. Trop rapidement, avec le recul. En 3 mois, nous vivions ensemble. En 6 mois, nous étions mariés. Elle disait que j'étais exactement le genre d'homme qu'elle avait cherché toute sa vie, travailleur, honnête, ambitieux. J'ai cru chacun de ses mots. Les premières années ont été belles, ou du moins, elles en avaient l'air. Elsa a quitté son emploi peu après notre mariage. Elle disait vouloir me soutenir dans l'entreprise, affirmant qu'ensemble, nous bâtirions un empire. J'ai accepté avec joie. Je lui ai donné accès au compte, je l'ai incluse dans les décisions importantes. Nous avons tout signé sous le régime de la communauté de biens, car elle insistait sur le fait que cela prouvait notre confiance mutuelle. À quel point j'étais naïf. Au fil du temps, les quincailleries se sont multipliées, atteignant 5 succursales dans la région. Je continuais à travailler comme au premier jour, je me levais à 5 heures du matin, je supervisais chaque détail, je négociais avec les fournisseurs, et je formais les employés. Elsa, en revanche, a commencé à profiter de l'argent qui rentrait. Des voyages avec ses amis à Miami, des vêtements de créateurs, des soins au spa chaque semaine. Au début, cela ne me dérangeait pas. Je pensais qu'elle le méritait, que c'était mon devoir de mari de lui offrir une belle vie. Cependant, quelque chose a changé il y a 3 ans. Elle a commencé à rentrer tard, et parfois, elle ne rentrait pas du tout. Elle inventait des excuses, prétendant dormir chez sa sœur Mara, ou sortir avec Aurora, sa soi-disant meilleure amie. Les disputes sont devenues fréquentes. Je me plaignais de son manque d'intérêt pour notre vie commune. En retour, elle m'accusait d'être ennuyeux, de ne penser qu'au travail, et de ne pas savoir profiter de l'existence. À chaque fois que j'essayais de me rapprocher, elle trouvait une raison pour s'éloigner. Je me sentais seul au sein de mon propre mariage, mais je m'accrochais à l'espoir que les choses finiraient par s'arranger. Je travaillais encore plus dur, pensant que, peut-être, si je gagnais plus d'argent, si je lui offrais plus de confort, elle redeviendrait la femme que j'avais rencontrée. Cela semble tellement stupide, aujourd'hui. Il y a 4 mois, mon ami Fernando m'a invité à déjeuner. Fernando et moi avions été associés dans la première boutique, bien qu'il eût vendu ses parts il y a des années, pour déménager dans une autre ville. Nous gardions contact occasionnellement. Mais ce jour-là,
j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement. Il était nerveux, évitait mon regard, et jouait avec une serviette entre ses doigts. Finalement, après 2 bières, il a lâché la bombe. Federico, je dois te dire quelque chose, et je ne sais pas comment le faire sans que tu m'en veuilles. Mon estomac s'est noué. Je crois que je savais déjà ce qui allait arriver. J'ai vu Elsa, a-t-il continué, la voix tremblante, la semaine dernière, dans un restaurant du centre-ville. Elle était avec un type, et ça ne ressemblait pas à un rendez-vous d'affaires. Ils se sont embrassés. Mon frère, je suis désolé, mais j'ai pensé que tu devais le savoir. Le monde s'est arrêté un instant. Je n'ai ressenti ni rage immédiate ni douleur écrasante. Seulement un vide profond, comme si quelque chose, à l'intérieur de moi, s'était définitivement éteint. J'ai remercié Fernando pour son honnêteté, et je suis rentré chez moi en silence. Cette nuit-là, Elsa est arrivée après 23 heures, parfumée, les cheveux fraîchement coiffés. Elle m'a raconté qu'elle avait dîné avec Mara. J'ai souri, et je lui ai dit que j'étais content qu'elle se soit bien amusée. Elle a semblé surprise par mon calme, mais n'a rien ajouté. À partir de ce moment, j'ai pris une décision. Si elle voulait jouer, j'allais jouer bien mieux qu'elle. Dès le lendemain, j'ai appelé Aurora. Pas la Aurora qu'Elsa mentionnait comme son amie, mais Aurora Mendes, mon avocate depuis 10 ans. Une femme sérieuse de 52 ans, qui gérait tous mes contrats commerciaux. Je lui ai expliqué toute la situation, sans omettre le moindre détail. Aurora a écouté en silence, prenant des notes dans son carnet noir. Quand j'ai terminé, elle a soupiré profondément. Federico, si ce que tu soupçonnes est vrai, nous devons agir vite, mais intelligemment. Dans un divorce sous le régime de la communauté de biens, elle a droit à la moitié de tout. Mais il existe des moyens légaux de protéger ce que tu as construit. Au cours des semaines suivantes, Aurora et moi avons travaillé dans un silence absolu. D'abord, nous avons engagé un détective privé. Les photos sont arrivées en moins d'une semaine. Elsa entrant dans un hôtel avec un homme d'une 40aine d'années, sortant de son appartement, ou encore l'embrassant sur le parking d'un centre commercial. Le type s'appelait Gustavo. C'était un vendeur de voitures d'occasion, divorcé, criblé de dettes auprès de 3 banques. Un perdant séduisant, qui voyait clairement en Elsa son ticket pour une vie meilleure. Quelle ironie, considérant qu'elle utilisait mon argent pour l'entretenir. Aurora a proposé un plan. Nous devons séparer les actifs, sans qu'elle s'en aperçoive. Nous allons procéder à une restructuration d'entreprise, soi-disant pour des raisons fiscales. Nous fonderons une société holding, nous transférerons les quincailleries dans cette nouvelle structure, et, surtout, nous préparons un document de séparation de biens, déguisé en mise à jour d'assurance patrimoniale. Un après-midi, je suis rentré à la maison avec plusieurs papiers. L'air de rien, j'ai dit à Elsa, chérie, le comptable dit que nous devons signer ça pour l'assurance des biens immobiliers. Une simple formalité. Elle ne les a même pas lus, trop absorbée par son téléphone. Elle a signé là où je lui indiquais, avec ce sourire distrait qu'elle réservait aux choses qui ne l'intéressaient pas. Elle ignorait qu'elle venait de renoncer à tous ses droits sur mes biens en cas de divorce. Tout était légal, tout était documenté, tout était silencieux. Après avoir sécurisé ces documents, j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Je me levais tôt, j'allais au magasin, je vérifiais les stocks, je recevais les clients importants. Elsa poursuivait sa routine, des sorties mystérieuses, des mensonges évidents, et ce parfum hors de prix que j'avais payé, utilisé pour plaire à un autre homme. À chaque fois que je la voyais se préparer devant le miroir, s'entraînant à afficher ce faux sourire, je ressentais un étrange mélange de pitié et de satisfaction. De la pitié, pour avoir perdu 15 ans avec une personne pareille. De la satisfaction, car je savais que la fin était proche, et qu'elle aurait exactement ce qu'elle méritait. Aurora me tenait informé de chaque étape. Les documents étaient en ordre, les transferts terminés, les comptes séparés. Légalement, je n'étais plus lié à elle de la manière dont elle le croyait. Mais j'avais besoin de temps. Il fallait que tout soit parfait avant qu'elle ne décide de demander le divorce. En effet, selon le détective privé, Gustavo faisait pression sur elle pour qu'elle quitte le vieil homme ennuyeux et parte avec lui. Entendre cela sur l'enregistrement ne m'a même pas blessé. Plus rien, venant d'elle, ne pouvait m'atteindre. Un détail qu'Aurora jugeait crucial concernait l'assurance vie et accident. J'avais une police solide, près de 2 millions d'euros en cas de décès ou d'invalidité permanente,
ainsi qu'une couverture médicale totale et illimitée. La bénéficiaire était, bien sûr, ma femme. Federico, m'a expliqué Aurora dans son bureau, cette police contient une clause intéressante. Si vous divorcez en étant malade ou blessé, et que le divorce est officialisé avant votre guérison certifiée, l'ex-conjoint perd automatiquement le droit à toute prestation. En revanche, si vous divorcez en bonne santé, elle pourrait réclamer une part de cet argent en cas d'accident survenant dans les 6 mois suivants. J'ai hoché la tête, comprenant l'importance de cette règle. Aurora a poursuivi, de plus, toute dette médicale contractée pendant le mariage relève de la responsabilité partagée, à moins qu'il n'existe un document signé où l'une des parties en assume l'entière responsabilité. J'ai gardé cette information dans un coin de ma tête, ignorant qu'elle deviendrait bientôt plus pertinente que je ne l'aurais jamais imaginé. Les semaines ont passé, et la tension à la maison est devenue insoutenable. Elsa ne faisait même plus semblant. Elle allait et venait à sa guise, répondait par monosyllabes, et dormait dans la chambre d'amis. Je l'ai laissé faire, l'observant, attendant le bon moment. Fernando m'appelait souvent pour prendre des nouvelles. Mon frère, je ne sais pas comment tu supportes ça. Je l'aurais déjà jeté à la rue, me disait-il. Mais il ne comprenait pas que la vengeance froide exige de la patience. Il ne s'agit pas de réagir sous le coup de la colère. Il s'agit de planifier chaque mouvement, comme aux échecs. Et je jouais la partie de ma vie. Un soir, Elsa est arrivée particulièrement irritée. J'étais dans le salon, révisant des contrats, lorsqu'elle a fait irruption comme un ouragan. Il faut qu'on parle, a-t-elle lancé, avec cette voix qu'elle prenait pour chercher la dispute. Parlons, ai-je répondu calmement, en écartant mes papiers. Ça ne marche pas, Federico. Je ne suis pas heureuse. Tu n'es pas heureux. Nous devrions en finir une bonne fois pour toutes. C'était la conversation que j'attendais. Mais alors, un événement imprévu s'est produit, bouleversant nos plans. Cette nuit-là, il y a exactement 2 mois, j'ai dû me rendre en urgence à l'une des quincailleries du Nord. Un problème avec une grosse livraison nécessitait ma supervision personnelle. Il était près de 22 heures lorsque je suis monté dans mon pick-up. Il pleuvait à verse, le genre de pluie qui transforme les rues en rivières. Je conduisais sur l'autoroute, pensant à ma conversation avec Elsa et à la manière dont j'allais gérer ce divorce. Soudain, les phares d'un semi-remorque ont surgi dans ma voie. Le chauffeur s'était endormi, et son poids lourd avait franchi la ligne de séparation, fonçant droit sur moi. J'ai essayé de faire une embardée, braquant le volant brusquement, mais la chaussée glissante a trahi mes pneus. Le véhicule a dérapé, fait 2 tours complets sur lui-même, et s'est encastré dans la glissière de sécurité. Le choc fut brutal. J'ai entendu le métal se tordre, le verre exploser, puis une douleur fulgurante dans mon dos et mes jambes, avant que tout ne devienne noir. Mon souvenir suivant est mon réveil en soins intensifs, 3 jours plus tard. J'étais entouré de tubes, incapable de bouger mes jambes. Les médecins ont été clairs, 2 vertèbres lombaires fracturées, un grave traumatisme de la moelle épinière, de multiples blessures aux jambes. J'avais besoin de chirurgie, 2 mois de rééducation, et il y avait un risque réel que je finisse en fauteuil roulant pour le reste de ma vie. En assimilant cette information, ma première pensée n'a pas été pour ma santé. J'ai immédiatement pensé à l'impact que cela aurait sur le plan que j'avais si soigneusement élaboré. Aurora est venue me rendre visite le 2e jour de ma reprise de conscience. Elle est entrée avec sa mallette noire, celle des dossiers importants. Federico, a-t-elle murmuré en s'approchant de mon lit, s'assurant qu'aucune infirmière n'était dans les parages. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Ta femme n'est pas encore venue te voir. J'ai appelé chez vous 5 fois, j'ai laissé des messages. Rien. Mais hier, quelqu'un de la banque est venu se renseigner. Elsa a essayé de faire un retrait important sur tes économies. Heureusement, nous avions déjà tout déplacé. Les comptes sont pratiquement vides. J'ai fermé les yeux, ressentant un mélange de colère et, étrangement, de soulagement. Au moins, je n'avais plus à me demander quel genre de personne elle était réellement. Aurora a repris, d'un ton professionnel, mais teinté d'une sollicitude sincère que j'ai appréciée. Il y a autre chose. Le détective l'a suivie hier. Après avoir tenté de récupérer l'argent, elle s'est rendue directement chez Gustavo. Ils y sont restés 4 heures. Federico, elle sait que tu es ici. Elle connaît la gravité de ton état, et elle s'en moque. Elle prépare quelque chose.
Je lui ai demandé de continuer l'enquête, mais de ne rien faire pour le moment. J'avais besoin de voir jusqu'où Elsa était prête à aller. J'avais besoin qu'elle creuse sa propre tombe, sans que j'aie rien d'autre à faire qu'observer. 2 jours plus tard, je passais sur le billard. 8 heures d'opération, pendant lesquelles les chirurgiens ont fait de leur mieux pour réparer ma colonne vertébrale. Quand je me suis réveillé en salle de réveil, la première chose que j'ai vue fut le plafond blanc, éclairé par des néons clignotants. La deuxième chose, ce fut le silence absolu. Ni fleurs, ni cartes, aucun signe prouvant que mon épouse depuis 15 ans avait pris la peine de venir, pendant que je luttais pour ma vie. C'est Raquel, l'infirmière d'un certain âge qui s'occupait de moi, qui m'a appris que quelqu'un avait appelé. Une personne cherchant à connaître mon état, mais refusant de s'identifier ou de laisser un message. C'était une voix de femme, a précisé Raquel en ajustant mon oreiller. Mais quand j'ai proposé de lui passer le médecin, elle a raccroché. J'ai tout de suite su que c'était Elsa. Elle vérifiait si j'étais encore en vie, probablement dans l'attente de nouvelles pour toucher l'assurance. Au cours des jours suivants, Aurora m'a rendu visite quotidiennement. Elle m'apportait des documents à réviser, me tenait au courant des affaires, et surtout, m'informait des faits et gestes d'Elsa. Chaque rapport était pire que le précédent. Elsa avait assuré à sa famille que j'allais bien, qu'il s'agissait d'un accident mineur. Elle racontait à nos connaissances qu'elle était tellement débordée, qu'elle pouvait à peine me rendre visite. Elle mentait à tout le monde, tout en préparant son coup final. Puis, exactement une semaine après mon opération, alors que j'étais toujours branché au moniteur et sous perfusion, elle est finalement apparue. Mais elle n'était pas seule, elle apportait ce fameux dossier marron. Elle portait ce sourire cruel. Elle venait m'achever, persuadée que j'étais au plus bas. Le claquement de ses talons dans le couloir m'a alerté avant même que je ne la voie. Ce bruit caractéristique, que j'avais entendu des milliers de fois, résonnait désormais comme la minuterie d'une bombe sur le point d'exploser. La porte s'est ouverte. Elle était là, vêtue d'une robe vert foncé que je ne lui connaissais pas, le maquillage impeccable, sortant tout juste du salon de coiffure. Elle était radieuse, comme si elle se rendait à une fête, et non au chevet de son mari fraîchement opéré de la colonne vertébrale. Elle n'a même pas feint l'inquiétude. Pas un regard pour les machines, pas une question sur ma santé. Ses yeux se sont posés directement sur moi, froids, calculateurs, remplis d'un mépris qu'elle ne prenait plus la peine de dissimuler. Elle a fermé la porte avec plus de force que nécessaire, faisant sursauter Raquel, qui préparait le chariot de médicaments. J'ai besoin d'intimité, a lancé Elsa à l'infirmière, d'un ton n'admettant aucune réplique. Raquel m'a regardé pour confirmation, et j'ai hoché légèrement la tête. Elle est sortie, mais j'ai remarqué qu'elle laissait la porte entr'ouverte, pressentant sans doute que quelque chose n'allait pas. Elsa s'est approchée du lit à pas mesurés, savourant l'instant. Elle a posé son sac à main de créateur sur la chaise des visiteurs, ce sac à 3 000 € que je lui avais payé sans broncher, des mois auparavant. Elle a sorti le dossier marron, le brandissant comme un trophée. Je suppose que tu te demandes pourquoi je ne suis pas venu plus tôt, a-t-elle commencé, d'une voix faussement détendue, mais qui tremblait d'une émotion contenue. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de l'observer, étudiant chaque geste, chaque micro-expression. Elle a interprété mon silence comme une preuve de faiblesse. La vérité, Federico, c'est que j'ai beaucoup réfléchi. Cet accident m'a fait voir les choses clairement. La vie est courte, et je l'ai gaspillée avec toi. Elle a tourné autour du lit, tel un prédateur encerclant sa proie. 15 ans, Federico. 15 ans à te regarder te consumer dans ces quincailleries, appuyer la peinture et le ciment, à ne parler que de stock et de fournisseurs. Sais-tu à quel point c'est ennuyeux? As-tu la moindre idée de la solitude que j'ai ressentie? Chaque mot était conçu pour blesser, pour justifier ses actes. C'était le discours qu'elle avait probablement répété devant son miroir, s'auto-persuadant qu'elle était la victime de cette histoire. J'ai rencontré quelqu'un, a-t-elle ajouté. Et pour la première fois, j'ai vu une lueur sincère dans ses yeux. Ce n'était pas de l'amour, mais de l'excitation. L'excitation de pouvoir enfin m'avouer son secret. Quelqu'un qui me fait me sentir vivante, qui me fait rire, qui sait profiter de la vie. Quelqu'un qui n'est pas cassé. Elle a prononcé ce dernier mot en fixant mes jambes sous les draps, soulignant mon immobilité. La cruauté de ce moment était si pure, si distillée, qu'elle en devenait presque impressionnante. Et avant que tu ne poses la question, a-t-elle lâché avec un petit rire amer, oui, il a un nom. C'est Gustavo. Il est merveilleux.
Il me traite comme une reine, pas comme une employée de tes sales affaires. Elle a laissé ses mots flotter dans l'air, savourant ce qu'elle croyait être mon humiliation. Mais je ne réagissais toujours pas, ce qui a commencé à l'irriter. Je pouvais le voir à la façon dont elle serrait la mâchoire. « Tu ne dis rien ?» a-t-elle demandé, agacée. « Tu ne vas pas me supplier? Tu ne vas pas me promettre de changer ?» Le silence s'est étiré entre nous, comme un abîme. Finalement, j'ai pris la parole. Ma voix est sortie beaucoup plus calme que prévu. « Que veux-tu, Elsa ?» Elle a souri, arborant enfin ce sourire qu'elle trépignait de me montrer. Elle a jeté le dossier sur mes genoux, dans un bruit sourd qui a fait frémir les feuilles à l'intérieur. Je veux le divorce. Maintenant. Aujourd'hui. Elle a ouvert le document, rempli à l'avance. Il ne manquait plus que les signatures. Mon avocat a tout préparé. C'est très simple, tu signes, je signe, et chacun reprend le cours de sa vie. Elle m'a tendu un stylo en argent. Je l'ai reconnu, c'était celui que je lui avais offert pour nos 10 ans de mariage, avec ses initiales gravées. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Tu es à l'hôpital, Federico. Dans un lit, branché à des machines. Incapable d'aller aux toilettes tout seul. Crois-tu vraiment avoir le choix? Penses-tu que quiconque me jugera pour te quitter dans un tel état? Tout le monde comprendra. Une jeune femme ne peut pas gâcher sa vie à s'occuper d'un invalide. J'ai pris le stylo, sentant le métal froid sous mes doigts. J'ai commencé à examiner les papiers. Pas parce que j'avais besoin de les lire, Aurora m'avait déjà expliqué ce qu'Elsa chercherait à me faire signer, mais parce que je voulais gagner du temps, pour voir jusqu'où elle irait. Pas besoin de tout lire, a-t-elle dit avec impatience. C'est une répartition classique des biens. Tu gardes tes dettes, je garde les miennes. Les siennes, ai-je pensé avec ironie. Tout ce qu'elle considérait comme elle avait été payée par mon travail. Mais je l'ai laissé poursuivre. Bien sûr, a-t-elle ajouté du ton faussement désinvolte de quelqu'un qui veut paraître raisonnable, les factures de l'hôpital sont à ta charge. Je n'ai pas à payer pour ton accident. C'est toi qui as conduit sous la pluie. C'était ta décision, ton risque. Voilà son véritable objectif. Elle ne voulait pas seulement divorcer, elle voulait s'assurer que je croulerais sous les dettes médicales, pendant qu'elle repartirait avec la moitié de ma fortune. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Les factures s'élèvent déjà à 10 000 €, m'a-t-elle expliqué, comme si elle me faisait une faveur. Et d'après ce que disent les médecins, il te faudra des mois de rééducation, des thérapies, du matériel spécial. Ça atteindra facilement les 300 000 €, voire plus. Je n'ai pas l'intention d'assumer ça, Federico. Ce n'est pas mon problème. Elle a pointé une clause spécifique du doigt. Il est écrit ici noir sur blanc que tu assumes toutes les dettes médicales liées à l'accident. Signe, et on en termine. Je la regardais parler, m'expliquer comment elle comptait me laisser ruiner, tant émotionnellement que financièrement. Et elle le faisait avec le sourire, avec la certitude absolue de celle qui croit avoir triomphé. Elle s'est penchée vers moi, si près que je pouvais sentir son parfum. Ce fameux flacon à 800 €. Allez, Federico. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Nous savons tous les deux que ce mariage est mort depuis des années. J'ai juste le courage de faire ce que tu n'as jamais fait. Signe, et tournons la page. J'ai lentement tourné les pages, sentant le papier sous mes doigts, lisant les clauses soigneusement rédigées par son avocat. Des clauses qui me laissaient avec les dettes et, en apparence, avec seulement la moitié du patrimoine. Ce qu'elle ignorait, c'est que ces biens n'existaient plus légalement à mon nom. Tout était dans la holding. Tout était protégé. Tout était hors de sa portée. Mais elle l'ignorait. Elle pensait m'avoir coincé, certaine qu'un homme dans ma position n'avait d'autre choix que de se soumettre. Tu sais ce qui est le plus pathétique, a-t-elle lâché en se redressant, croisant les bras. Tu ne pourras probablement même plus travailler après ça. Les quincailleries exigent d'être sur place, de superviser, de porter des charges, de se déplacer constamment. Comment vas-tu faire, en fauteuil roulant? Tu devras tout vendre. Federico. Tu perdras tout ce que tu as construit. Et quand ce moment viendra, Gustavo et moi, nous profiterons déjà de notre part. Notre part. Comme si elle avait planté un seul clou, vendu une seule vis, ou travaillé une seule heure dans ses entreprises. J'ai atteint la dernière page, celle des signatures.
2 lignes vides, attendant de sceller ma prétendue ruine. Elsa me fixait avec une intensité vorace, tel un vautour guettant l'agonie de sa proie. Encore une chose, a-t-elle ajouté d'un ton encore plus cruel. Quand tu sortiras d'ici, si jamais tu sors en marchant, je ne veux plus te revoir. Ne me cherche pas. Ne m'appelle pas. Ne réapparais pas dans ma vie, ou je demanderai une ordonnance d'éloignement. Gustavo et moi allons prendre un nouveau départ, et tu n'en fais pas partie. C'est compris. J'ai hoché la tête lentement, et elle a semblé satisfaite. J'ai pris le stylo fermement, je l'ai placé sur la première ligne, et j'ai commencé à écrire mon nom, Federico Romero Garcia. J'ai tracé chaque lettre avec soin, sans me presser, pendant qu'Elsa retenait son souffle. Après la première signature, je suis passé à la 2e page, puis à la 3e, la 4e. Toutes les pages requises. Elsa tremblait presque d'excitation. Son sourire victorieux s'élargissait à mesure que l'encre coulait. Lorsque j'ai terminé la dernière signature, j'ai fermé le dossier et je le lui ai tendu. Elle me l'a arraché des mains, de peur que je ne change d'avis à la dernière seconde. Elle l'a serré contre sa poitrine, savourant sa victoire absolue. Puis, elle l'a rouvert pour vérifier minutieusement que chaque ligne était signée. Ses yeux brillaient, et je pouvais presque la voir dépenser mentalement l'argent qu'elle pensait recevoir. « Parfait », a-t-elle murmuré pour elle-même. « Tout est parfait. » Elle a refermé la chemise cartonnée et m'a jeté un dernier regard, pétri d'une supériorité absolue. Ce fut plus facile que je ne le pensais. J'imagine que même toi, tu finis par comprendre quand tu es vaincu. Elle a tourné les talons et s'est dirigée vers la porte, de sa démarche triomphante, ses talons résonnant sur le lino. Elle a récupéré son sac sur la chaise, l'a glissé sur son épaule, et a posé la main sur la poignée de la porte. C'est alors que j'ai prononcé ce mot. L'unique mot que j'attendais de dire depuis qu'elle avait franchi le seuil. Le son est sorti, faible comme un murmure. Mais dans le silence de cette chambre, il a résonné comme un coup de feu. Elsa s'est figée, la main toujours sur la poignée. J'ai vu ses épaules se crisper, son dos se raidir. Lentement, très lentement, elle s'est tournée vers moi. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a-t-elle demandé. Dans sa voix perçait une note d'incertitude inédite. « Assuré ?» ai-je répété, plus fort cette fois, laissant les syllabes flotter entre nous. « Tout est assuré. L'accident, les opérations, la rééducation. Chaque centime des dettes médicales qui t'inquiètent tant. » Je l'ai regardé assimiler l'information, son cerveau moulinant à toute vitesse pour en comprendre les implications. J'ai une police d'assurance de 2 millions d'euros, Elsa. Une couverture médicale totale et illimitée. Chaque tube, chaque médicament, chaque journée passée ici, tout est pris en charge par l'assureur. Le sourire a commencé à fondre sur son visage, comme de la glace au soleil. Mais voici la partie intéressante, ai-je continué, d'un ton presque conversationnel. Cette police contient une clause très précise concernant les bénéficiaires. Quelle clause, a-t-elle bredouillé, la voix légèrement tremblante. Elle s'est approchée du lit, serrant toujours le dossier contre elle. La clause stipule que si l'assuré divorce pendant son hospitalisation, ou avant d'obtenir sa décharge médicale officielle, le conjoint perd automatiquement ses droits de bénéficiaire. Je te laisse méditer là-dessus un instant. Tu comprends ce que ça signifie. N'est-ce pas? Tu viens tout juste de signer le divorce alors que je suis encore cloué sur ce lit d'hôpital. Selon ce contrat, tu n'es plus ma bénéficiaire. Pas un seul centime de cette assurance ne t'appartient. Elle est devenue livide. Attends, a-t-elle lâché, la voix montant d'un octave. C'est impossible. Mon avocat a tout vérifié. J'ai haussé les épaules, du mieux que je le pouvais. Ton avocat a vérifié les biens matrimoniaux, pas mes polices d'assurance privée. Ce sont des contrats distincts, avec leurs propres règles. Je l'ai vu déglutir. Ses jointures blanchissaient à force de serrer le dossier. Et ce n'est pas tout, ai-je poursuivi, savourant ce moment plus que je ne l'aurais cru possible. Tu te souviens quand tu m'as fait signer la prise en charge des dettes médicales? À quel point tu insistais pour que ce soit mis par écrit? Elle a hoché la tête lentement, ne voyant pas encore où je voulais en venir. Eh bien, tu viens de signer un document légal où tu renonces explicitement à toute responsabilité concernant les frais liés à mon accident. Ce qui veut dire que tu n'as également aucun droit de réclamer la moindre prestation issue de ces dépenses. L'assurance me paie directement. Règle toutes les dettes, et ce qui reste est à moi.
Uniquement à moi. J'ai vu l'instant précis où elle a tout compris. C'était comme regarder un immeuble s'effondrer au ralenti. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche a formé un boho parfait, et le dossier a bien failli lui échapper des mains. Non, a-t-elle murmuré. Non, non, ce n'est pas possible. Elle s'est approchée du lit, le triomphe ayant laissé place au désespoir. Ça veut dire que les factures de l'hôpital qui t'inquiétaient tant. Ces fameux 300 000 € dont tu parlais avec tant de joie, seront intégralement payés par l'assurance, et je ne devrai pas un centime. Mais toi, ai-je dit en pointant un doigt faible vers elle. Tu viens de renoncer à tous tes droits sur l'argent de cette assurance. Pire encore, dans ta précipitation à vouloir m'écraser sous les dettes, tu as stipulé noir sur blanc que tu te déchargeais de toute implication liée à mon traitement médical. Le dossier a fini par lui glisser des mains, s'écrasant au sol dans un bruit mat, les papiers s'éparpillant autour d'elle. Ces mêmes documents qui, une minute plus tôt, représentaient son ticket pour la liberté, venaient de se transformer en sa propre condamnation. Federico, a-t-elle supplié. Et pour la première fois, j'ai entendu un vent de panique dans sa voix. Attends, on peut en parler? On peut modifier les papiers? J'ai secoué la tête lentement. Tu as déjà signé, Elsa. J'ai signé. C'est fait. C'est légal et contraignant. C'est ton propre avocat qui les a préparés. Que vas-tu dire au juge? Que tu n'as pas compris ce que tu signais? Que tu as commis une erreur? Elle est restée plantée là, bouche bée, muette pour la première fois en 15 ans. Tu sais quand j'ai découvert ta liaison avec Gustavo, ai-je demandé, décidant de dévoiler toutes mes cartes. Il y a 4 mois. Fernando me l'a dit. Depuis, je me prépare pour ce moment précis. Sa pâleur s'est accentuée. J'ai engagé un détective privé. J'ai des photos, Elsa. Des vidéos, des relevés d'appels, des registres d'hôtel. Tout est documenté, daté, et enfermé dans un coffre-fort chez mon avocate. Sa main a volé à sa gorge, ce geste inconscient de quelqu'un qui a l'impression de se noyer. Aurora Mendes, mon avocate, celle qui gère mes affaires légales depuis 10 ans, n'est pas l'Aurora dont tu me parlais comme étant ton amie. Elle m'a aidé à protéger tout ce que j'ai construit. Les quincailleries ne sont plus à ta portée, Elsa. Il y a 3 mois. J'ai tout restructuré. Tu te souviens de ces papiers que je t'ai fait signer? Ceux que je t'ai présentés comme une assurance immobilière, et que tu as signés sans les lire, tout en tapotant sur ton téléphone? L'horreur se lisait désormais de manière absolue sur son visage. C'étaient des documents de séparation de biens. Parfaitement légaux. Tu as renoncé à tout droit sur mes propriétés commerciales. Tout est notarié, tout est légal, et tout porte ta signature. Ses jambes se sont dérobées, et elle a dû s'appuyer contre le mur. Non, a-t-elle balbutié. Ce n'est pas vrai. Mais dans ses yeux, il n'y avait plus l'ombre d'un doute. Seulement la terrible certitude que chaque mot que je prononçais était la stricte vérité. Alors, voici la véritable situation, ai-je assoné, d'un calme qui contrastait brutalement avec son état de choc. Tu pars sans rien. Les quincailleries ne sont pas à toi. L'argent de l'assurance n'est pas à toi. La maison est à mon nom, grâce au papier que tu as signé. Les comptes bancaires que tu as essayé de vider étaient déjà à sec, parce que j'avais tout déplacé depuis des mois. Elle m'a dévisagé comme si j'étais un étranger, comme si elle ne m'avait jamais réellement connu. Qui es-tu, a-t-elle soufflé. Je suis un homme qui a travaillé 16 heures par jour pendant des années, pendant que tu dépensais son argent. Je suis l'homme qui te faisait confiance, pendant que tu te moquais de lui avec ton amant. Je suis l'homme qui a décidé que la vengeance est un plat qui se mange très froid. Et accompagné de documents légaux. La porte s'est ouverte. Raquel est entrée, suivie d'Aurora. Mon avocate s'est dirigée droit vers Elsa, arborant un sourire professionnel. Madame, je suis Aurora Mendes, la représentante légale de Monsieur Federico Romero. Je crois comprendre que vous venez de finaliser votre procédure de divorce. J'ai besoin que vous signiez ces reçus. Confirmant que vous avez récupéré vos documents et qu'il n'y a plus aucun litige juridique en cours entre vous. Elsa a regardé Aurora comme si elle venait d'apparaître par magie. Son cerveau tentait manifestement d'assimiler trop d'informations à la fois, la présence de mon avocate, les documents qu'elle lui tendait, l'ampleur de l'erreur qu'elle venait de commettre. Je ne signe plus rien, a-t-elle fini par bafouiller,
en reculant vers le mur. Aurora a conservé son sourire professionnel, celui qu'elle avait perfectionné après des décennies de pratique. Ce ne sont que des reçus administratifs, madame. Ils prouvent que vous êtes venu aujourd'hui, que vous avez remis les documents de divorce, et que monsieur Romero les a signés à votre demande. C'est une procédure standard. À moins que vous ne souhaitiez alléguer qu'une chose irrégulière s'est produite ici. La menace implicite flottait dans l'air. Si Elsa refusait de signer, cela sous-entendait que la transaction était suspecte, ouvrant ainsi une enquête qui ne jouerait certainement pas en sa faveur. Les mains tremblantes, elle a pris le stylo d'Aurora et a griffonné sa signature. Parfait, a conclu Aurora en rangeant les documents dans sa mallette. Le divorce sera traité dans les prochaines semaines. Vous recevrez la notification officielle par courrier recommandé. Elsa a ramassé son sac par terre avec maladresse, trébuchant légèrement sur ses talons. Elle s'est baissée pour récupérer le dossier marron, rassemblant les feuilles éparpillées avec des mains qui ne cessaient de trembler. En se relevant, elle m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait plus de mépris, plus de triomphe, ni même de colère dans ses yeux. Seulement un vide insondable. La réalisation dévastatrice qu'elle avait détruit sa propre vie, de ses propres mains. Federico, a-t-elle commencé, la voix brisée. S'il te plaît, il doit y avoir un moyen d'arranger ça. On peut tout annuler. J'étais perdu. J'ai secoué la tête. Perdu? Tu es venu ici avec des documents préparés par ton avocat. Tu m'as traité d'invalide. Tu m'as dit que tu avais besoin d'un homme actif. Tu m'as expliqué, en détail, à quel point Gustavo était merveilleux. Quelle partie de tout ça suggère que tu étais perdu? Les larmes ont commencé à couler sur ses joues, ruinant son maquillage parfait. J'ai fait une erreur, a-t-elle sangloté. Les gens font des erreurs. 15 ans, ça doit bien signifier quelque chose. Ça signifiait quelque chose, ai-je répondu d'une voix ferme, bien que je sentisse une boule dans ma gorge. Non par pitié pour elle, mais pour les années que j'avais gâchées. Ça signifiait la loyauté, l'engagement, la construction d'un avenir commun. Mais tu as transformé ces 15 ans en un mensonge, à la minute où tu as décidé que Gustavo était plus important que nos vœux. Aurora s'est approchée d'Elsa et l'a doucement guidée vers la sortie. Madame, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Monsieur Romero a besoin de repos. Sa guérison est désormais la priorité. Elsa a résisté un instant, me fixant avec ses yeux noyés de larmes, espérant peut-être que je flancherais, que je ferais preuve de miséricorde. Mais les hommes qui ont été trahis dans leur moment de plus grande vulnérabilité apprennent que la miséricorde, accordée à ceux qui ne la méritent pas, n'est qu'une autre forme d'autodestruction. Pars, Elsa, ai-je dit pour conclure. Pars avec Gustavo, vivre cette vie merveilleuse que tu as planifiée. Sauf que maintenant, tu la vivras sans mon argent. Elle a ouvert la bouche pour ajouter quelque chose, mais Aurora la poussait déjà doucement hors de la pièce. La dernière image de ma désormais ex-femme fut son dos voûté, et ses épaules secouées de sanglots silencieux, au moment où Aurora refermait la porte. Le silence qui a suivi était lourd, mais loin d'être inconfortable. Raquel, qui avait tout observé depuis son chariot de médicaments, s'est approchée du lit. Monsieur Romero, a-t-elle dit doucement en ajustant mon oreiller. En 30 ans de carrière dans cet hôpital, j'ai vu beaucoup de choses. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai vu quelqu'un gérer une telle situation avec autant de dignité. J'ai souri faiblement. Ce n'était pas de la dignité, Raquel. C'était de la survie. Elle a secoué la tête. Si, c'était de la dignité. La dignité, c'est savoir quand il faut se battre, et quand il faut laisser quelqu'un s'autodétruire par ses propres choix. Vous lui avez donné assez de cordes pour se pendre. Elle avait raison. Pourtant, à cet instant précis, je ne me sentais pas particulièrement fier. J'étais épuisé, vidé, comme si je venais de courir un marathon émotionnel. Aurora est revenue 10 minutes plus tard, seule. Elle s'est assise sur la chaise près de mon lit et a soupiré. Elle pleure dans sa voiture, sur le parking. Je l'ai vue depuis la fenêtre. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à ajouter. Federico, a repris Aurora, nous devons parler des prochaines étapes. Le divorce sera définitif dans 3 semaines. Pendant ce laps de temps, elle pourrait essayer de le contester. A-t-elle une chance, ai-je demandé, bien que je connusse déjà la réponse. Aurora a secoué la tête énergiquement. Aucune.
Les documents qu'elle a signés sont limpides. Sa signature figure sur chaque page. C'est son propre avocat qui les a préparés, ce qui prouve qu'elle bénéficiait d'une représentation légale. Et surtout, nous avons Raquel comme témoin. Elle a vu qu'Elsa était venue de son plein gré. Sans aucune contrainte, et qu'elle t'a spécifiquement humilié avant de te demander de signer. Ce témoignage détruirait toute tentative de faire croire qu'elle a été manipulée. Je me suis enfoncé dans mon oreiller, ressentant pour la première fois depuis des jours un immense soulagement. Et pour l'assurance, ai-je demandé. J'ai déjà lancé la procédure de réclamation. Avec le divorce signé aujourd'hui, avant ta sortie médicale, elle est automatiquement exclue en tant que bénéficiaire. L'argent sera déposé directement sur ton compte personnel. Dès que tous les documents médicaux seront traités. On parle d'environ 800 000 €, une fois toutes les factures d'hôpital réglées. C'était une somme obscène. Cet argent qu'Elsa considérait déjà comme sien, cet argent qu'elle comptait partager avec Gustavo. Et pour les quincailleries, ai-je continué. Aurora a souri, un sourire de pure satisfaction professionnelle. Totalement protégée. La holding que nous avons créée est à ton nom exclusif. Les actes de séparation de biens qu'elle a signés il y a 3 mois sont valides et contraignants. Elle n'a aucun droit sur les propriétés commerciales. J'ai fermé les yeux, laissant la tension accumulée se dissiper. Aurora, ai-je dit en rouvrant les yeux. Merci. Pas seulement pour le travail juridique, mais pour m'avoir cru quand je t'ai raconté tout ça, il y a des mois. Pour ne pas m'avoir jugé quand j'ai décidé d'attendre, plutôt que de la confronter immédiatement. Elle a posé sa main sur la mienne. Un geste maternel qui m'a touché. Federico, dans ma carrière, j'ai vu des dizaines de divorces. La plupart finissent en bataille hideuse où les deux parties perdent. Mais là, ce que tu as fait, c'est lui donner exactement ce qu'elle demandait. Il n'y a eu aucune manipulation de ta part. Elle est venue avec un plan, l'a exécuté. Et n'a tout simplement pas pensé aux conséquences. Ce n'est pas de ta faute. Elle avait raison. Et pourtant, une part de moi se sentait étrange face à toute cette situation. Les jours suivants à l'hôpital furent un tourbillon de visites et d'examens médicaux. Fernando est venu me voir le lendemain de la scène avec Elsa. Il est entré avec un sac de nourriture de mon restaurant préféré, chose que les médecins n'auraient probablement pas approuvée, mais que j'ai grandement appréciée. Mon frère, a-t-il dit en posant le sac sur la table de nuit. Aurora m'a raconté ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit vraiment venue faire ça ici. J'ai haussé les épaules, m'habituant peu à peu à mes mouvements. C'était sa meilleure opportunité. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Moi, vulnérable. Elle, aux commandes. Le moment parfait pour le coup de grâce. Fernando a secoué la tête, incrédule. Tu sais ce qui est le plus fou dans tout ça? Si elle t'avait soutenu pendant cette épreuve, si elle avait agi comme une vraie épouse, elle aurait sans doute fini par toucher tout l'argent de l'assurance, et garder l'accès aux quincailleries. Sa propre cupidité l'a détruite. C'était une observation juste. Si Elsa avait joué le rôle de l'épouse dévouée, attendant que je guérisse, le divorce ultérieur lui aurait donné accès à tout. Mais son impatience, son mépris, son besoin de m'humilier au plus bas. Voilà ce qui a causé sa perte. As-tu eu de ces nouvelles? A demandé Fernando en ouvrant l'un des récipients. L'odeur de viande rôtie a embaumé la pièce. Rien de direct, ai-je répondu. Mais Aurora dit qu'elle n'arrête pas d'appeler son bureau pour me parler. Elle a aussi essayé de contacter certains employés de la quincaillerie, sûrement pour glaner des informations. Fernando a fait la grimace. Et qu'as-tu dit aux employés? La vérité. Que nous avons divorcé. Qu'elle n'a plus aucune autorité dans les entreprises, et que toute question doit être adressée directement à Aurora. Il était crucial de fixer des limites claires. Je ne pouvais pas la laisser utiliser ses relations passées avec le personnel pour obtenir un quelconque accès. Et Gustavo, a demandé Fernando, avec une curiosité morbide. Est-il toujours dans les parages? J'ai ri, bien que ça me tire un peu sur les cicatrices. D'après le détective privé qu'Aurora maintient sur le coup, Gustavo s'est volatilisé 3 jours après qu'elle lui ait annoncé qu'il n'y aurait pas d'argent. Apparemment, le véritable amour a un prix, et ce prix, c'était mon compte bancaire. Fernando a sifflé doucement. Quelle ordure. Ils étaient faits l'un pour l'autre. J'ai répondu sans amertume.
Je ne ressentais plus de colère envers eux. Juste une sorte de froide indifférence. Les semaines qui ont suivi se sont transformées en une routine de physiothérapie, de contrôles médicaux incessants, et de visites d'Aurora pour les mises à jour légales. Ma rééducation avançait plus vite que prévu. Ses jambes, qu'Elsa considérait comme définitivement inutiles, commençaient à répondre au traitement. D'abord de petits mouvements des orteils, puis des sensations plus franches, jusqu'à ce que je puisse bouger mes genoux. Le docteur Mendes, un homme d'une 60aine d'années, fort de décennies d'expérience en traumatologie de la colonne vertébrale, était sincèrement impressionné. Monsieur Romero, m'a-t-il dit lors d'une de ses visites matinales, vos progrès sont exceptionnels. Au début, nous pensions à des lésions permanentes de la moelle épinière, mais il s'agissait surtout d'une grave inflammation. Avec les thérapies adéquates et du temps, il est fort probable que vous retrouviez votre pleine mobilité. L'ironie m'a frappé de plein fouet. Elsa m'avait abandonné en croyant que je serais cloué dans un fauteuil roulant, et voilà que j'allais remarcher. L'univers a un sens de l'humour macabre. Au cours de ma 3e semaine d'hospitalisation, Aurora est arrivée avec des nouvelles. Le divorce a été officiellement prononcé ce matin. C'est définitif, Federico. Tu n'es plus marié à Elsa. J'ai attendu de ressentir une émotion forte, mais il n'y a eu que du soulagement. Un poids immense, que je traînais depuis des années, venait enfin de s'envoler. Et elle, ai-je demandé, plus par curiosité morbide que par réel intérêt. Aurora a soupiré en sortant des papiers de sa mallette. Elle ne va pas bien. Sa famille, surtout sa sœur Mara, lui reproche d'avoir perdu l'accès à ton argent. Apparemment, elle vivait en partie grâce à ce que tu leur offrais. J'ai eu un rire amer. J'avais toujours soupçonné que la famille d'Elsa me voyait plus comme un distributeur automatique que comme un membre à part entière. Mara a appelé mon bureau hier, a continué Aurora. Elle exigeait de savoir s'il y avait un moyen d'annuler le divorce. J'ai poliment expliqué que non. Ensuite, elle s'est mise à hurler que tu avais manipulé sa sœur, que tu étais un monstre pour l'avoir abandonnée quand elle avait le plus besoin de toi. Cette inversion de la réalité en devenait comique. Abandonnée quand elle avait besoin de moi, ai-je répété, incrédule. C'est elle qui a débarqué avec des papiers de divorce pendant que j'étais sur un lit d'hôpital. Aurora a opiné. Je sais. C'est exactement pour ça que j'ai rappelé à Mara que nous avions une infirmière comme témoin, pour certifier qui a abandonné qui, et dans quelles circonstances. Ça l'a fait taire immédiatement. Aurora a fait une pause, son expression devenant plus sérieuse. Il y a autre chose que tu dois savoir. Elsa a essayé de vendre des bijoux que tu lui avais offerts au fil des ans. Des pièces chères, dont certaines valent plus de 20 000 euros. Le problème, c'est que j'avais toutes les factures d'achat. Et sur plusieurs d'entre elles. J'ai précisé qu'il s'agissait de prêts familiaux consignés, et non de cadeaux. Techniquement, en cas de divorce, ces pièces doivent te revenir dans le cadre du patrimoine familial. Je l'ai regardé, surpris. Je ne me souvenais pas avoir enregistré les bijoux de cette façon. Aurora a eu un léger sourire. Je l'ai fait il y a 3 mois, quand nous avons commencé les préparatifs. J'ai modifié les documents d'achat et je les ai enregistrés correctement. Tout est parfaitement légal. C'était juste pour m'assurer de couvrir tous nos arrières. Cette femme était brillante, et je me suis senti incroyablement chanceux de l'avoir de mon côté. Que s'est-il passé quand elle a essayé de les vendre, ai-je demandé. Le bijoutier, qui connaît ta réputation d'homme d'affaires sérieux en ville, a appelé pour vérifier. Je lui ai expliqué la situation, et il a refusé de les lui acheter sans ton autorisation écrite. Elsa a quitté le magasin, furieuse. C'était satisfaisant, d'une manière un peu mesquine, je devais bien l'admettre. Par ailleurs, a ajouté Aurora avec prudence. Il faut qu'on parle de Gustavo. Le détective a découvert quelque chose d'intéressant. Je me suis redressé dans mon lit du mieux que j'ai pu, intrigué. Gustavo est marié. Enfin, il était en instance de divorce, mais la procédure n'a jamais abouti. Sa femme, une certaine Edna, l'a quitté il y a 2 ans, mais ils n'ont jamais signé les papiers officiels. Quand Edna a appris, par des connaissances communes, que Gustavo paradait avec Elsa en vantant son avenir de millionnaire, elle a décidé d'accélérer le divorce. Et ce n'est pas tout. Elle a déposé une plainte exigeant des pensions alimentaires impayées pour leurs 2 enfants, pensions que Gustavo fuyait depuis le début. Je l'ai fixé, le temps de digérer la nouvelle. Donc,
Elsa a quitté un mariage stable pour un homme qui n'était même pas légalement disponible, et qui est, en plus, un père irresponsable? Aurora a acquiescé. Exactement. Et quand Gustavo a compris qu'il n'y aurait aucun argent de ton côté, et que son ex-femme le poursuivait en justice, il a disparu. Il a changé de numéro, quitté son appartement. Bref, il a fui. Elsa est allée le chercher, et elle a trouvé un logement vide. Il y avait quelque chose de presque shakespearien dans toute cette situation. La tragédie auto-infligée de quelqu'un qui a détruit une vie réelle, pour courir après une illusion. Où vit-elle maintenant, ai-je demandé. Chez Mara, si j'ai bien compris. Dans un petit appartement des quartiers sud. Très différent de votre maison à 4 chambres. La maison qui, techniquement, m'appartenait toujours, protégée par les documents qu'elle avait signés sans les lire. Et financièrement? Aurora a grincé des dents. Elle a essayé de trouver du travail dans plusieurs sociétés d'importation où elle avait des contacts. Mais ta réputation dans le milieu des affaires est solide. Quand les gens ont appris qu'elle avait quitté son mari à l'hôpital, les portes se sont refermées. Pas officiellement, bien sûr. Mais les appels sont restés sans réponse, et les entretiens ont été annulés. Je n'en ai retiré aucune satisfaction, mais pas de pitié non plus. Les actes ont des conséquences. Ma rééducation continuait à progresser. À la 5e semaine, j'ai commencé la physiothérapie intensive. Raquel, qui était devenue une sorte de confidente durant mon séjour, m'encourageait sans cesse. Allez, monsieur Romero, disait-elle pendant que j'essayais de faire mes premiers pas avec un déambulateur. Prouvez à l'univers qu'il vous a sous-estimé. Chaque pas était douloureux. Chaque mouvement nécessitait une concentration extrême. Mais j'étais déterminé. Pas pour Elsa, ni pour lui prouver quoi que ce soit. Mais pour moi-même. Pour retrouver ma vie, mon autonomie, et mon avenir. Fernando me rendait visite régulièrement, me tenant informé de l'état des quincailleries. Tout tourne à la perfection, m'assurait-il. Les gérants que tu as formés gèrent les opérations sans accroc. Les ventes sont stables, voire même en légère hausse. J'avais été bien inspiré de créer un système qui ne dépendait pas entièrement de ma présence physique. Est-ce que quelqu'un a demandé des nouvelles d'Elsa, lui ai-je demandé. Fernando a fait non de la tête. Au début, quelques-uns ont posé la question. Nous avons simplement répondu que vous aviez divorcé, et qu'elle n'était plus impliquée dans l'entreprise. La plupart ont semblé soulagés. Honnêtement, elle n'a jamais été très appréciée du personnel. Lors de ma 6e semaine, j'ai reçu une visite inattendue. Mara, la sœur d'Elsa, a déboulé dans ma chambre sans prévenir. Raquel a essayé de la retenir, mais Mara s'est pratiquement imposée. Il faut que je parle à Federico, a-t-elle exigé d'une voix aiguë. Raquel m'a regardé, attendant mes instructions, et j'ai hoché la tête. Autant affronter ça une bonne fois pour toutes. 5 minutes, ai-je glissé à Raquel, qui est sortie à contre-cœur. Mara s'est plantée devant mon lit, les bras croisés. Elle était plus jeune qu'Elsa, peut-être 38 ans, mais elle paraissait plus vieille, épuisée par des années passées à vivre au-dessus de ses moyens. Tu es un monstre, a-t-elle lancé sans préambule. Ma sœur t'a donné les meilleures années de sa vie, et c'est comme ça que tu la remercies. J'ai gardé une expression neutre. Ta sœur est venue dans cet hôpital pendant que j'étais cloué au lit. Elle m'a traité d'invalide, m'a tendu les papiers du divorce, et s'est assurée que j'hérite de toutes les dettes médicales. C'est ça, donner ses meilleures années? Mara a hésité, mais n'a pas reculé. Elle a fait une erreur. Elle était perdue, elle avait peur que tu départes d'elle pour toujours. Foutaise, ai-je rétorqué sans élever la voix. Elle couchait avec un autre homme. J'ai des preuves, des dates, des lieux. Et ce n'est pas tout. Cet homme s'est avéré être un escroc, qui a pris la fuite dès qu'il a compris qu'il n'y aurait pas d'argent. J'ai vu Mara serrer les mâchoires. Visiblement, elle savait pour Gustavo. Ça n'a pas d'importance, a-t-elle fini par dire, la voix empreinte de désespoir. 15 ans de mariage doivent bien signifier quelque chose. Tu devrais lui donner une part. L'aider à recommencer à zéro. J'ai eu un rire sans aucune joie. L'aider, comme elle m'a aidé quand j'étais en soins intensifs? Comme elle m'a aidé quand je ne pouvais plus bouger les jambes? Non. Mara, ta sœur a fait son choix. Maintenant, elle vit avec les conséquences. Mara s'est avancée d'un pas, les yeux brillants de larmes de frustration.
Elle dort sur mon canapé, Federico. Elle n'a plus d'argent, plus de travail, plus rien. Elle est anéantie. Eh bien, ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. Peut-être aurait-elle dû y réfléchir, avant d'humilier son mari au moment où il était le plus vulnérable. Mara a ouvert la bouche pour répliquer, mais à cet instant, la porte s'est ouverte. Aurora est entrée, escortée par la sécurité de l'hôpital. Mademoiselle Mara, a déclaré Aurora d'une voix ferme et professionnelle. Vous enfreignez les règles de visite de cet hôpital. Monsieur Romero a besoin de repos, et vous ne figurez pas sur sa liste de visiteurs autorisés. Mara nous a dévisagés avec une rage impuissante. Ce n'est pas terminé, a-t-elle lancé, en me pointant d'un doigt tremblant. Ma sœur a des droits. Nous allons consulter un avocat. Aurora a souri, mais c'était un sourire glacial. Celui de quelqu'un qui a remporté un millier de batailles juridiques. Je vous en prie, faites-le. En fait, je vous conseille de trouver le meilleur avocat que vous puissiez vous offrir. Vous en aurez besoin, quand il examinera les documents que votre sœur a volontairement signés, à la fois il y a 3 mois et il y a 6 semaines. Tout est notarié, tout est légal. Et tout a été fait devant témoins. Mara a blêmi, mais a maintenu sa posture de défi, tandis que le vigile l'escortait doucement, mais fermement, vers la sortie. Elsa t'aimait, a-t-elle glissé dans une ultime tentative de me culpabiliser. Si elle m'aimait, ai-je répondu calmement, elle avait une façon très étrange de le montrer. La porte s'est refermée sur elle, et le silence a de nouveau empli la chambre. Aurora a soupiré en s'asseyant sur sa chaise habituelle. Je suis désolé. J'aurais dû prévoir que la famille tenterait un coup de ce genre. J'ai secoué la tête. Ne t'inquiète pas, c'était inévitable. Tu penses qu'ils vont vraiment engager un avocat? Aurora a haussé les épaules. Ils peuvent toujours essayer, mais aucun avocat compétent ne prendrait ce dossier une fois les documents sous les yeux. Il n'y a absolument rien à contester. Elsa a tout signé de son plein gré, en pleine possession de ses facultés mentales, et sans aucune coercition. Fin de l'histoire. C'était réconfortant de bénéficier d'une telle certitude juridique. Au cours des semaines suivantes, je me suis entièrement concentré sur ma guérison. Les séances de kinésithérapie se sont intensifiées. J'ai troqué le déambulateur contre une canne, puis la canne est devenue optionnelle. Les médecins étaient stupéfaits de mes progrès. C'est presque un miracle, a commenté le docteur Mendes lors de mon bilan de la 8e semaine. Les lésions initialement observées sur les radios laissaient présager des mois, voire des années de rééducation. Mais votre corps réagit de manière extraordinaire. Je lui ai demandé si je pourrais reprendre le travail normalement, avec quelques précautions. Il a répondu avec prudence, sans doute pas pour soulever des charges lourdes dans l'immédiat. Mais pour marcher, rester debout, et gérer les opérations commerciales? Absolument. Je dirais que d'ici 2 ou 3 mois, vous pourriez obtenir votre décharge médicale complète. C'était une bien meilleure nouvelle que ce que j'espérais. Meilleure que ce qu'Elsa avait espéré, elle aussi, très probablement. Lors de la 9e semaine, Aurora est arrivée avec le chèque de l'assurance. Ce n'était pas un chèque physique, bien sûr, mais un virement bancaire. Elle m'a apporté les documents confirmant le dépôt. Un 800 000 €, après règlement de toutes les factures d'hôpital. C'est sur ton compte personnel, m'a-t-elle annoncé en me tendant les papiers. Totalement protégé. Totalement à toi. J'ai fixé les chiffres sur le papier, cette somme obscène qui ne représentait pas seulement une indemnisation pour l'accident, mais aussi l'aboutissement de la justice que je recherchais. Tu sais ce qui est ironique, ai-je dit à Aurora. Si Elsa avait attendu, si elle s'était montrée patiente, si elle m'avait soutenu pendant ma convalescence, nous aurions fini par toucher cet argent ensemble. Mais son impatience lui a tout coûté. Aurora a acquiescé. La cupidité finit toujours par se dévorer elle-même, Federico. C'est l'une des plus vieilles leçons de l'humanité, mais les gens ne l'apprennent jamais. Elle avait raison. Elsa avait eu entre ses mains une vie confortable, une sécurité financière, et un mari travailleur. Elle avait tout jeté par la fenêtre pour le frisson d'une aventure, avec un homme qui n'était qu'un escroc. Je suis sorti de l'hôpital lors de la 10e semaine. Ce fut une journée étrange, douce amère d'une certaine façon. J'avais passé plus de 2 mois dans ce bâtiment, dans cette chambre qui était devenue un foyer particulier. Raquel est venue me dire au revoir pendant que je rangeais mes quelques affaires. Monsieur Romero, a-t-elle dit,
les larmes aux yeux. Ce fut un honneur de m'occuper de vous. Rares sont les patients qui affrontent l'adversité avec autant de grâce. Je l'ai prise dans mes bras, un geste qui nous a surpris tous les deux. Merci pour tout, Raquel. D'avoir été mon témoin quand j'en avais besoin, de m'avoir encouragé pendant les thérapies, et simplement d'avoir été là. Elle a essuyé ses larmes avec un sourire. Allez vivre votre plus belle vie. Vous le méritez. Fernando est venu me chercher. Il m'a aidé à monter dans sa voiture, bien que je n'eusse plus autant besoin d'assistance. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes. Où veux-tu aller ? A-t-il fini par demander. À la maison ? J'ai pensé à cette grande maison vide, où j'avais vécu avec Elsa pendant des années. L'idée m'emplissait d'une tristesse que je ne voulais pas porter. Pas encore. Emmène-moi à la quincaillerie principale. Je veux voir comment ça se passe. Fernando a souri. Ça, c'est le Federico que je connais. La quincaillerie était exactement comme dans mon souvenir, mais en même temps différente. Les employés étaient surpris de me voir arriver. Certains se sont approchés pour me saluer, s'enquérant de ma santé, et m'exprimant leur soulagement de me voir sur pied. Eduardo, mon directeur principal, un homme de 45 ans qui travaillait avec moi depuis l'ouverture de la deuxième boutique, s'est approché avec un sourire sincère. « Patron » a-t-il dit en me serrant vigoureusement la main. « C'est bon de vous revoir parmi nous. Les affaires tournent, mais ce n'est pas pareil quand vous n'êtes pas là. » J'ai fait le tour des lieux, vérifiant les stocks, saluant les clients réguliers, et retrouvant cette familiarité réconfortante du travail que j'avais bâti de mes propres mains. Cet endroit, ces entreprises, étaient bien réels, contrairement à ce mariage qui s'était révélé être une imposture cette nuit-là. Fernando a insisté pour que je séjourne dans sa maison d'amis, plutôt que de retourner dans ma demeure vide. Juste le temps que tu t'installes, a-t-il proposé, et j'ai accepté avec gratitude. Sa femme, Raquel, pas l'infirmière, mais son épouse, qui par hasard portait le même prénom, nous a préparé un dîner copieux. Nous nous sommes assis tous les trois dans leur salle à manger chaleureuse, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. « As-tu réfléchi à ce que tu allais faire maintenant » a demandé Fernando en découpant sa viande. « Avec l'argent de l'assurance, et les quincailleries qui marchent bien, tu as le choix. J'y pense depuis des semaines. Je veux m'agrandir, ai-je finalement annoncé. Ouvrir 2 autres quincailleries, peut-être 3. Créer des emplois, faire croître l'entreprise. Et je veux mettre en place un fonds de bourse d'études pour les enfants des employés qui souhaitent faire des études. C'était une idée que j'avais envisagée, mais dont je n'avais jamais fait une priorité. Aujourd'hui, avec ces ressources et ma nouvelle vision de la vie, le moment me paraissait idéal. Je veux aussi vendre la maison, ai-je ajouté. Trop de mauvais souvenirs. Je vais acheter quelque chose de plus petit, plus facile à gérer. Quelque chose qui m'appartienne vraiment. La femme de Fernando m'a adressé un sourire plein de chaleur. Ça ressemble à un magnifique nouveau départ, Federico. Elle avait raison. C'était un nouveau départ. Un départ gagné par le feu et la trahison, mais un départ tout de même. Les jours suivants ont été un véritable tourbillon d'activités. J'ai rencontré Aurora pour lancer la procédure de vente de la maison. Nous avons un acheteur intéressé, m'a-t-elle informé. Une jeune famille. Il propose 400 000 €, ce qui est dans les prix du marché. J'ai accepté sans hésiter. J'ai aussi commencé à chercher un petit appartement près du centre, un endroit moderne et fonctionnel pour repartir à zéro. J'ai engagé un architecte pour concevoir les 2 nouvelles quincailleries que je prévoyais d'ouvrir. J'ai réuni Eduardo et les autres directeurs pour discuter de l'expansion et des améliorations. Pour la première fois depuis des années, peut-être même des décennies, je construisais quelque chose pour moi-même. Plus pour entretenir une épouse ingrate, ou impressionner sa famille cupide. C'est au cours de la 3e semaine suivant ma sortie de l'hôpital que je l'ai finalement revu. Je sortais d'un café du centre-ville, quand je l'ai reconnue de l'autre côté de la rue. Elsa avait l'air différente. Elle avait maigri, mais pas d'une façon saine, c'était cette maigreur due au stress et à la malnutrition. Ses vêtements, bien que propres, dataient visiblement de plusieurs années. Ses cheveux, d'ordinaire si bien coiffés, étaient tirés en une simple queue de cheval. Nos regards se sont croisés par-dessus le flot de la circulation. Je l'ai vu se figer. Sa main a volé à sa gorge, ce tic nerveux qu'elle avait toujours eu. Pendant une fraction de seconde,
j'ai cru qu'elle allait traverser pour venir me parler. Mais je n'ai ressenti qu'une froide et lointaine reconnaissance, et j'ai continué mon chemin. Elle n'a pas couru après moi, elle n'a pas appelé mon nom. Elle est restée plantée à son coin de rue, à me regarder m'éloigner. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Revoir Elsa avait réveillé en moi des choses que je croyais avoir totalement enfouies. Ce n'était pas exactement de la douleur, ni de la pitié, mais un sentiment plus complexe. Un mélange de mélancolie face à ce qui aurait pu être, et de gratitude pour ce qui n'était plus. Je suis sorti du lit dans la maison d'amis de Fernando, et je me suis rendu dans le petit jardin. La nuit était fraîche. Le ciel dégagé laissait apparaître bien plus d'étoiles qu'on en voit d'habitude en ville. Je me suis assis sur une chaise de jardin, et j'ai laissé vagabonder mon esprit. 15 ans. 15 années de ma vie investies dans une personne qui s'est finalement révélée être une étrangère. Comment avais-je pu ne rien voir venir? Y avait-il des signes que j'avais consciemment ignorés? Ou bien était-elle vraiment une si bonne actrice? Probablement un peu des deux. La vérité dérangeante, c'est que j'avais choisi de fermer les yeux. C'était plus facile de continuer à travailler, à construire, à faire comme si de rien n'était. Mais c'était terminé. Cette partie de ma vie était derrière moi. Et même s'il était douloureux de l'admettre, c'était une douleur nécessaire. Le genre de douleur qui précède la véritable guérison. Le lendemain, j'ai reçu un appel inattendu. Le numéro m'était inconnu, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Federico a demandé une voix féminine que je n'ai pas tout de suite identifiée. C'est Edna. Edna Torres. L'ex-femme de Gustavo. Je me suis redressé sur ma chaise, derrière le bureau de la quincaillerie principale. Madame Torres. Que puis-je pour vous? Un silence a flotté, puis elle a repris, je sais que c'est étrange, et je comprendrai que vous raccrochiez, mais j'avais besoin de vous parler. Votre avocate, Madame Mendes, m'a donné votre numéro. Elle m'a dit que vous seriez peut-être intéressé de savoir certaines choses. Ma curiosité a pris le pas sur ma prudence. Je vous écoute. Edna a pris une profonde inspiration. Gustavo a fini par réapparaître. Ils l'ont retrouvé dans un autre état, vivant sous une fausse identité pour échapper aux pensions alimentaires. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que, lors de son interrogatoire sur ses finances, il a avoué avoir eu une relation avec une femme mariée, qui était censée avoir beaucoup d'argent. Son avocat a tenté d'utiliser ça pour sa défense, prétextant que Gustavo attendait cet argent pour régler ses pensions. J'ai fermé les yeux, comprenant où elle voulait en venir. Et quand ils ont creusé, ils ont trouvé des messages entre Gustavo et son frère. Des textos où Gustavo admettait qu'il se servait de cette femme, Elsa, pour lui soutirer de l'argent. Il ne ressentait rien pour elle. Il attendait juste le bon moment pour la plumer, avant de disparaître. Ces mots ont résonné dans l'air, telle une sentence. Monsieur Romero a poursuivi Edna d'une voix plus douce. Gustavo est un escroc professionnel. Il a déjà fait le coup avec d'autres femmes. Il cible des femmes mariées, souvent avec des maris plus âgés et fortunés. Il les séduit, les convainc qu'elles sont malheureuses dans leur couple. Puis les manipule pour qu'elles quittent leur mari. Dès qu'il a accès à l'argent, il s'évapore. J'ai été sa victime, il y a des années. C'est pour ça que je l'ai quitté. Lorsque j'ai enfin saisi toute la vérité, j'ai ressenti un drôle de pincement au cœur. Ce n'était pas vraiment de la satisfaction, mais ce n'était pas non plus de la pitié. Pourquoi me racontez-vous tout cela? Edna a marqué une pause. Parce que votre avocate m'a expliqué ce que vous aviez traversé. Et j'ai pensé que vous méritiez de savoir que votre ex-femme ne vous a pas seulement trahi. Elle a aussi été manipulée par un prédateur professionnel. Cela ne l'excuse en rien, mais cela explique peut-être certaines choses. J'ai remercié Edna pour son appel, et j'ai raccroché. Je suis resté longtemps assis dans mon bureau, à ressasser ces informations. Elsa avait, elle aussi, été une victime, d'une certaine manière. Mais cela n'effaçait pas ce qu'elle m'avait fait. Cela n'effaçait pas la cruauté de ses mots dans cette chambre d'hôpital, ni ses années de mensonges et de duperies. Les victimes peuvent parfois devenir les pires bourreaux. Aurora a fait irruption dans mon bureau l'après-midi même, porteuse d'autres nouvelles. Edna t'a appelé, n'est-ce pas, a-t-elle demandé en s'asseyant. J'ai opiné. Je pensais qu'il était important que tu saches, a continué Aurora. Pas pour te faire culpabiliser vis-à-vis d'Elsa,
mais pour que tu aies toutes les cartes en main. J'ai apprécié le geste, même si je ne savais pas trop quoi faire de cette information. Tu as autre chose? Aurora a sorti des papiers de sa mallette. La maison est vendue. Les actes sont signés. L'argent sera transféré sur ton compte dans 2 jours. 405 000 €. C'est 5 000 de plus que leur offre initiale. C'était un apport qui, couplé à l'assurance, allait me permettre de construire cet avenir que je planifiais. Et l'appartement que je visitais, ai-je demandé. L'offre a été acceptée. Tu peux emménager dans 3 semaines. Tout se mettait en place, pièce par pièce. Les semaines suivantes furent une période de transition intense. J'ai recruté davantage de personnel pour les quincailleries. J'ai commencé à chercher des locaux pour les 2 nouveaux magasins, et j'ai mis sur pied le fonds de bourse d'études que j'avais promis de créer. Le premier chèque est revenu à Eduardo, dont la fille aînée s'apprêtait à entrer à l'université. Patron, m'a-t-il dit les larmes aux yeux, je ne sais pas quoi dire. Ça change tout pour ma famille. Voir sa gratitude sincère m'a procuré une satisfaction que tout l'argent du monde n'aurait jamais pu m'offrir. J'ai également commencé à faire les cartons de la maison. Fernando et sa femme m'ont aidé, tout comme Eduardo et quelques autres employés. Chaque carton était un rappel de la vie que j'avais menée, mais aussi de celle que je laissais derrière moi. Je suis tombé sur des photos d'Elsa et moi, vieilles de plusieurs années, quand nos sourires étaient sincères et que l'avenir s'annonçait radieux. Je les ai rangées dans une boîte, destinée à la cave. Je ne les ai pas jetées, car elles faisaient partie de mon histoire, mais je n'en avais pas non plus besoin dans mon nouvel espace. J'ai retrouvé des cadeaux que je lui avais offerts et qu'elle avait laissés sur place. Des bijoux dans les tiroirs, des vêtements dans les placards, des livres sur les étagères. Tout est resté dans la maison. Les nouveaux propriétaires en feraient ce qu'ils voudraient. Le jour du déménagement dans le nouvel appartement fut étonnamment libérateur. L'espace était moderne, minimaliste, avec de grandes baies vitrées inondant les pièces de lumière naturelle. Il n'y avait que 2 chambres, un bureau et une cuisine ouverte. C'était largement suffisant pour moi. Fernando et Eduardo m'ont aidé à monter les nouveaux meubles que j'avais achetés. Je n'avais rien gardé de l'ancienne maison, à part mon bureau et quelques livres. Tout le reste était neuf, vierge de tout souvenir, de toute histoire. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je me suis assis sur mon balcon avec une bière, contemplant la ville. Depuis le 12e étage, je pouvais voir les lumières s'étendre à perte de vue, et la vie s'animer en contrebas. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai ressenti une paix véritable. Ce n'était pas une joie explosive. C'était quelque chose de plus silencieux, mais de bien plus profond. C'était du contentement. Le sentiment d'être exactement là où je devais être. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'Aurora, « Comment se passe la première nuit dans ton nouveau chez-toi » J'ai répondu, « Parfaite. Merci pour tout, Aurora. » Elle a répliqué aussitôt, « Tout le plaisir était pour moi. Tu es un homme de bien, Federico. Tu mérites cette paix. » 2 semaines plus tard, j'étais à la quincaillerie principale lorsque Mara a refait son apparition. Cette fois, elle n'était ni agressive ni revendicative. Elle paraissait abattue, épuisée. Eduardo a tenté de lui barrer le passage, mais je lui ai fait signe de la laisser approcher. « Que veux-tu, Mara » ai-je demandé sans hostilité, mais sans chaleur non plus. Elle s'est tenue devant mon bureau, se tordant les mains. « Je suis venu te demander pardon » a-t-elle fini par lâcher. Pas pour Elsa. Elle s'excusera elle-même, si un jour elle en a le courage. Je suis venu m'excuser pour moi. Pour la façon dont je t'ai traité à l'hôpital, et pour les choses que je t'ai dites. Je ne m'y attendais pas, qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé, avec une sincère curiosité. Mara s'est assise sur la chaise face à moi, sans y être invitée, mais je ne m'en suis pas offusqué. Elsa m'a tout raconté sur Gustavo. Comment il l'a manipulé, et les messages que la police a trouvés. Elle m'a aussi avoué que tu l'avais mis en garde contre lui, il y a des mois, en lui disant qu'il avait quelque chose de louche, mais qu'elle t'avait ignoré. Elsa ne m'avait jamais dit qu'elle m'avait mis en garde contre Gustavo. Mais j'ai laissé Mara poursuivre. Elle est anéantie, Federico. Pas seulement à cause de l'argent, même si ça fait mal aussi. Elle est anéantie parce qu'elle réalise enfin ce qu'elle a perdu. Ce qu'elle a jeté par la fenêtre. Je sais qu'il est trop tard. Je sais qu'on ne peut pas revenir en arrière.
Mais je pensais que tu devais savoir qu'elle en a conscience. Où est-elle maintenant, ai-je demandé. Non pas par envie de la voir, mais par simple curiosité quant au dénouement de cette histoire. Elle a trouvé un poste de caissière dans un supermarché. Elle vit seule dans un petit studio. Je l'ai aidée pour la caution, car elle ne pouvait plus squatter mon canapé. Mara a fait une pause. Elle suit aussi une thérapie, pour essayer de comprendre comment elle en est arrivée là, et comment elle a pu se laisser manipuler si facilement. J'ai hoché la tête lentement. Je suis heureux qu'elle se fasse aider. C'est sincère. Je ne lui souhaite pas plus de mal que ce qu'elle s'est déjà infligé. Mara m'a regardé, les yeux brillants. Tu es quelqu'un de meilleur que je ne l'imaginais, Federico. Bien meilleur que ce que ma sœur méritait. Elle s'est levée pour partir, mais s'est arrêtée sur le pas de la porte. Une dernière chose. Elsa m'a demandé de te demander si un jour, peut-être dans des années, quand tout sera guéri, si tu pourrais lui pardonner. Elle sait que tu ne reviendras jamais. Juste le pardon. J'ai longuement soupesé la question. Dis à Elsa, ai-je finalement répondu, que le pardon n'est pas quelque chose qu'elle doit attendre de moi. C'est quelque chose qu'elle doit s'accorder à elle-même. Moi, j'ai déjà tourné la page. J'espère qu'elle pourra en faire autant. Mara a acquiescé et s'est éclipsée, me laissant de nouveau seul avec mes pensées. Les mois qui ont suivi furent transformateurs, d'une manière que je n'aurais jamais anticipée. Les 2 nouvelles quincailleries ont ouvert avec un immense succès, créant 28 emplois en ville. Le fonds de bourse d'études a attribué sa première vague d'aide à 5 étudiants, enfants d'employés qui travaillaient avec moi depuis des années. Voir leur visage à l'annonce de la nouvelle, et observer la gratitude de leurs parents, m'a rappelé pourquoi j'avais bâti tout cela. Il ne s'agissait pas d'amasser des richesses. Il s'agissait de créer des opportunités, et de construire quelque chose de plus grand que moi-même. Aurora et moi sommes devenus de bons amis en dehors du cadre professionnel. Nous dînions parfois ensemble, discutant non seulement d'affaires, mais aussi de la vie, de philosophie, et des leçons que nous avions tous deux tirées de nos expériences. Tu sais ce que j'admire le plus dans ta façon d'avoir géré tout ça, m'a-t-elle glissé un soir, alors que nous partagions une bouteille de vin dans un restaurant tranquille. Tu n'as pas cherché à la détruire. Tu t'es simplement protégé, et tu as laissé les conséquences naturelles faire leur œuvre. Elle avait raison. Je n'avais jamais cherché à ruiner Elsa. J'avais simplement veillé à ce que ses propres choix ne m'entraînent pas dans sa chute. Fernando est devenu bien plus qu'un ami. Il était pratiquement de la famille. Nous passions nos dimanches chez lui, à faire des barbecues, jouer aux cartes, et rire de choses simples. Sa femme me traitait comme un petit frère, toujours soucieuse que je mange à ma faim, et que je ne travaille pas trop. Federico, me disait-elle en me resservant une portion, ton empire est déjà bâti. Maintenant, bâtis-toi une vie. C'était de sages paroles, que j'ai prises à cœur. J'ai commencé à faire des choses que j'avais négligées pendant des années. Je me suis inscrit à des cours de cuisine le mardi soir. Je me suis mis à fréquenter régulièrement la salle de sport, non plus pour ma rééducation, mais pour ma santé générale. J'ai dévoré des livres qui n'avaient rien à voir avec les affaires, des romans, des biographies, de la philosophie. J'ai redécouvert qui était Federico, au-delà de l'homme d'affaires, au-delà de l'ex-mari trompé. Ce fut un processus lent, mais profondément satisfaisant. 6 mois après le divorce, Eduardo m'a invité à la remise de diplôme de sa fille. Voir cette jeune femme traverser l'estrade, et savoir que la bourse lui avait permis de se concentrer sur ses études plutôt que de travailler à temps plein, m'a rempli d'une fierté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Un après-midi de printemps, près d'1 an après l'accident, alors que j'examinais les plans pour une potentielle 3e nouvelle quincaillerie, j'ai reçu une enveloppe par coursier. À l'intérieur, une lettre manuscrite sur du papier ordinaire. C'était l'écriture d'Elsa. Mon premier réflexe fut de la jeter sans la lire. Mais quelque chose m'a retenu. Je l'ai ouverte et j'ai lu, Federico, je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci. Et je ne mérite sans doute pas que tu le fasses. Je ne t'écris pas pour chercher ton pardon ou une réconciliation. Je sais que j'ai fermé cette porte de mes propres mains. Je t'écris parce que mon thérapeute m'assure que je dois assumer l'entière responsabilité de mes actes. Pas seulement dans ma tête, mais de manière tangible. J'ai été une épouse horrible. Pas seulement à la fin, mais pendant des années. Je t'ai pris pour acquis. J'ai dépensé ton argent sans la moindre reconnaissance.
Je t'ai traité comme un moyen de parvenir à mes fins, plutôt que comme un partenaire de vie. Quand j'ai rencontré Gustavo, je me suis laissé convaincre que tu étais le problème, que je méritais mieux, et que notre vie ne suffisait pas. Aujourd'hui, je comprends que le problème a toujours été moi. Mon insatisfaction, mon égoïsme. Et mon incapacité à valoriser ce que j'avais, avant de l'avoir perdu. Cet instant à l'hôpital fut le point le plus bas de mon existence. Pas à cause de la perte de l'argent, mais parce que je me suis vu dans tes yeux, et j'y ai vu un monstre. Tu as tourné la page. Je le sais. J'ai entendu parler de tes nouveaux magasins, des bourses d'études, et de ton rétablissement complet. Je suis sincèrement heureuse pour toi. Tu mérites tout le bonheur que tu es en train de bâtir. De mon côté, je travaille pour devenir une meilleure personne. C'est un long chemin. Et je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais j'essaie, au quotidien. Merci pour ces 15 années, même les pires. Elles m'ont appris la personne que je ne veux plus jamais être. Elsa. J'ai relu la lettre 3 fois. Je n'ai ressenti ni colère, ni satisfaction, ni même une grande tristesse. Seulement une forme d'apaisement, de conclusion silencieuse. J'ai rangé la lettre dans un tiroir de mon bureau, et j'ai repris le cours de ma journée. Ce soir-là, j'ai appelé Aurora. Elsa m'a écrit, lui ai-je annoncé. Et, a-t-elle demandé, curieuse. Rien. C'était de vraies excuses, je crois. Elle a reconnu ses torts, sans rien me demander en retour. Il y eut un silence au bout du fil. Comment t'es-tu senti en la lisant, a finalement demandé Aurora. En paix, ai-je répondu avec honnêteté. Comme si un chapitre venait véritablement de se clore. Je peux lui souhaiter du bien, sans pour autant vouloir faire partie de sa vie. Aurora a soupiré doucement. C'est de la maturité émotionnelle, Federico. C'est rare et c'est beau. Elle avait raison. J'étais passé de la colère à l'indifférence, pour atteindre quelque chose de plus complexe et de plus sain. La reconnaissance que nous avions tous deux été des personnes imparfaites, prisonnières d'un mariage raté. Mais j'avais choisi de grandir à travers cette épreuve, tandis qu'elle avait dû apprendre à la dure. 1 an et demi après l'accident, j'étais totalement rétabli. Je marchais sans difficulté, sans douleur, et sans la moindre restriction. Les médecins parlaient d'un miracle médical. J'appelais ça une seconde chance. Les quincailleries comptaient désormais 8 magasins au total. Le fonds avait aidé 17 étudiants. Je possédais un cercle d'amis restreint mais solide, une routine qui me plaisait, et des projets qui me passionnaient. Je ne cherchais pas l'amour. Cette facette de moi avait été cautérisée par mon expérience avec Elsa. Mais je ne me fermais pas à l'idée, si l'occasion se présentait naturellement. Je vivais simplement au jour le jour, bâtissant quelque chose de vrai et de durable. Un matin, alors que je buvais mon café sur le balcon avant de partir travailler, j'ai repensé à tout ce parcours. Depuis ce terrible moment à l'hôpital, où Elsa m'avait tendu ses papiers de divorce, jusqu'à cet instant de paix dans mon nouvel appartement. Le chemin avait été douloureux, mais salutaire. J'avais appris que la dignité ne découle pas de la façon dont les autres vous traitent, mais de la façon dont on se traite soi-même. Que la vengeance la plus éclatante consiste à bien vivre sa vie. Que la véritable réussite ne se mesure pas à l'argent accumulé, mais à la tranquillité de l'esprit, et à la sincérité des relations humaines. Et que, parfois, les pires trahisons sont des bénédictions déguisées, car elles nous libèrent des situations toxiques qui nous consumaient à petit feu. Je n'ai jamais revu Elsa, depuis notre brève rencontre dans la rue. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait quitté la ville, pour tout recommencer ailleurs. Mentalement, je lui ai souhaité bonne chance. Pas parce qu'elle le méritait forcément, mais parce que je méritais la paix que procure l'abandon de la rancœur. Fernando et moi déjeunions un jour ensemble, lorsqu'il m'a posé la question que j'évitais. Est-ce que tu regrettes, parfois, la façon dont tu as géré tout ça? Le fait de ne pas lui avoir accordé de seconde chance? J'ai pesé mes mots avant de répondre. Je ne regrette pas de m'être protégé. Je ne regrette pas d'avoir utilisé tous les outils légaux à ma disposition pour sécuriser mon avenir. Mais je ne me réjouis pas non plus de sa chute. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Et nous vivons tous les deux avec les conséquences de nos actes. Fernando a acquiescé pensivement. Tu es un homme bien meilleur que je ne l'aurais été à ta place. J'ai haussé les épaules. Meilleur, je ne sais pas différent.
J'ai appris que détruire quelqu'un d'autre ne nous élève jamais. Ça nous rabaisse juste à son niveau. C'étaient des mots auxquels je croyais désormais profondément, des mots forgés dans le feu de l'expérience. Dans le silence de la nuit, quand le travail était achevé et que la ville s'apaisait, je m'asseyais parfois sur mon balcon, repensant à ce simple mot que j'avais prononcé à l'hôpital, assuré. Un simple mot, qui avait tout bouleversé. Mais au fond, ce n'était pas une question d'assurance. C'était une question de préparation. D'avoir un plan de secours. De refuser que le chaos engendré par les actions d'autrui ne dicte son propre destin. Elsa avait voulu m'humilier dans mon plus grand moment de vulnérabilité, me croyant acculé. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que la véritable force ne consiste pas à rester debout, elle réside dans la capacité à se relever. Et je m'étais relevé. Sans colère ni soif de vengeance, mais avec dignité et détermination. J'avais reconstruit ma vie, non pas en dépit de ce qu'elle m'avait fait, mais en tirant les leçons de ses actes. C'était là ma plus grande victoire. Pas l'argent, pas la prospérité des magasins, pas sa déchéance. Mon triomphe, c'était de m'être retrouvé. J'étais un homme de 50 ans, qui avait perdu 15 années dans un mariage fantoche, mais à qui il restait encore des décennies à vivre avec authenticité. Et cette fois-ci, je vivrais pour moi-même. Je bâtirais pour moi-même. J'aimerais, si le moment venait, avec cette sagesse acquise dans la douleur. Mais par-dessus tout, je ne laisserai plus jamais personne me rabaisser, sous prétexte que je traverserai une période de faiblesse. La vie a suivi son cours, comme toujours. Les saisons ont défilé, les entreprises ont prospéré, les amitiés se sont renforcées. J'ai continué d'avancer, un pas après l'autre, en construisant un héritage non seulement financier, mais aussi humain. Un héritage de dignité, de résilience, et de cette merveilleuse capacité à muer la trahison en sagesse. Elsa espérait me voir disparaître, sombrer sous le poids de l'humiliation et des dettes. À la place, je suis tout simplement revenu à la vie, et cela, en fin de compte, était amplement suffisant.